Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce canal pour suivre cette session des 20e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes, exceptionnellement à Paris depuis la Maison de la Radio. Vous savez que chaque année, ces rencontres ont lieu à Aix-en-Provence, mais évidemment, crise du Covid oblige, nous avons été contraints de modifier un petit peu nos habitudes. En tout cas, cette session, comme vous le savez, est consacrée aux inégalités, réguler les inégalités précisément, c'est le thème. Alors un sujet qui est évidemment particulièrement sensible en cette période de crise. Avant de passer la parole à Pierre Doquès qui est avec moi en studio. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints du Cercle des économistes. Vous introduirez notre sujet dans un instant. Auparavant, je présente rapidement les intervenants qui sont donc avec nous pendant une heure pour débattre. Elsa Fornero, professeure à l'Université de Turin. Madame, vous avez été ministre du Travail et des politiques sociales dans le gouvernement de Mario Monti. Avec nous également en visioconférence Bibek de Broglie, économiste, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien. En ligne également Kevin Snyder, qui est associé directeur mondial du cabinet McKinsey et compagnie, basé à Hong Kong. Vous avez travaillé, Monsieur Snyder, notamment sur la croissance, la productivité et l'innovation en Chine, et puis sur l'important sujet de la diversité. En ligne également, Marc Stabil, qui est professeur à l'INSEAD, spécialiste d'études des inégalités de richesse. Vous avez travaillé notamment sur les politiques en matière de fiscalité, santé et éducation. Et puis nous écouterons également Gabriel Zucman, qui nous a laissé un témoignage. Gabriel Zucman, professeur agrégé d'économie à l'Université de Californie à Berkeley. Vos recherches, Gabriel Zucman, se concentrent sur l'accumulation, la distribution et la taxation de la richesse mondiale, avec un gros plan, nous le verrons, sur la mesure des richesses détenues dans les paradis fiscaux. Voilà, donc nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, dans un instant pour débattre, pour écouter également votre point de vue sur l'analyse de ces inégalités. Auparavant, Pierre Doquès, une introduction. Nous y allons, vous avez 6 minutes, pas plus. Bon, merci beaucoup, c'est très court pour parler d'un sujet aussi vaste. Réguler les inégalités, bon, et le Covid, bien sûr, on ne peut pas éviter. Comme toutes les épidémies, celle-ci a eu de façon très globale 2 effets. Un premier effet qui est que les plus pauvres et les plus précaires ont été ceux qui ont subi les conséquences les plus lourdes. Et d'une certaine façon, le Covid a révélé certaines inégalités et les a même augmenter. Et c'est ce dont nous devrons parler. Un deuxième effet qui est aussi très caractéristique de toutes les épidémies qui se sont produites au cours de notre temps très long, c'est que les épidémies ont tendance à faire tomber le monde du côté où il penche déjà. Et d'une certaine façon, c'est en quelque sorte un accélérateur et un révélateur de faiblesse. Et ça nous permet de réfléchir sur les diverses inégalités. Parce que parler des inégalités comme ça, c'est vague, c'est flou. En fait, il y a plusieurs formes d'inégalités, même si les économistes ont tendance à mettre plutôt l'accent sur un type d'inégalité de revenus et bien sûr de fortune. Alors, si on commence cette question des inégalités, il faut d'abord repérer la question des inégalités entre nations. Là, on a affaire à un cycle long, très long même, qui est particulièrement important et profond, puisqu'à partir de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, on a assisté à un envol des pays occidentaux, qui sont devenus les pays développés de l'Europe, puis Japon, États-Unis, etc. Et une inégalité très profonde s'est construite pendant tout le 19e siècle. Et à partir des années 1980, on assiste au rattrapage. C'est la question de l'émergence. On assiste à un rattrapage très important de la part de la Chine, de l'Inde, du Sud-Est asiatique, de nombreux pays, l'Afrique maintenant, etc. Mais ça a provoqué
la possibilité d'aborder les inégalités directement à un point de vue mondial. C'est-à-dire de voir qu'il s'est créé une classe des très riches qui est directement mondialisée avec ses réseaux, et qu'il est en voie de se constituer une classe moyenne mondiale qui s'appuie sur la montée des classes moyennes dans des pays émergents et par la stagnation, il faut bien le dire, de la classe moyenne dans les pays anciennement développés. En revanche, pour les pauvres, il n'y a pas encore cette tendance au rattrapage. Les pauvres des pays émergents restent nettement plus pauvres que les pauvres des pays développés. Et c'est ici que le Covid intervient, parce que j'ai dit que c'était un révélateur extrêmement puissant. Et il montre les fragilités de ce rattrapage. Un certain nombre de pays, je pense au Brésil par exemple, mais c'est vrai aussi de l'Inde et d'autres pays, qui sont en plein rattrapage, montrent quand même l'importance des fragilités qui sont encore présentes aujourd'hui à ce niveau-là et à ces niveaux-là. Bon, le deuxième type d'inégalité auquel on ne peut pas ne pas penser, tant le cycle là aussi a été profond dans la longue durée, c'est les inégalités de revenus et de fortune. Alors là, on assiste à un phénomène qui est maintenant bien connu et très précis sur ces inégalités intranationales. En quelque sorte, on voit que entre, disons, 1914 ou 1920 et les années 1980, il y a une diminution très forte des inégalités qui était arrivée à un niveau extrême en 1914. Et bon, c'est en relation avec les transformations profondes du capitalisme pendant cette période, pendant cette grande transformation dont parle Karl Polanyi, puis pendant ce qu'on a appelé, nous, les 30 Glorieuses. Là, il y a un phénomène extrêmement profond, mais mouvement inverse de ce qui s'est produit pour les nations. Les nations se rapprochaient en quelque sorte en un rattrapage, alors qu'à partir de 1980, on assiste au contraire à un accroissement absolument fantastique des inégalités entre la classe des extrêmement riches, les 0,1% du sommet ou les 0, encore etc., 1% du sommet, et les masses, en particulier les catégories moyennes ou les 50% les plus pauvres. C'est vrai pour les revenus, c'est vrai pour les fortunes, c'est particulièrement vrai dans des pays comme les États-Unis, l'Australie, mais aussi chez les émergents comme la Chine, l'Inde, etc. La montée des inégalités de fortune et de revenus est tout à fait considérable. Alors, bien entendu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de l'évolution de ces inégalités? Eh bien, je suis relativement optimiste dans le long terme, dans la mesure où on peut penser que le capitalisme qu'on a connu avec la libération du capital, le capitalisme néolibéral, a atteint ses limites et qu'actuellement on risque d'arriver à une situation de crise du libéralisme et de crise du néo-capitalisme. Et ce sera en même temps la réduction de ces inégalités extrêmes. Mais je voudrais terminer en disant qu'il existe encore deux types d'inégalités qui sont particulièrement importantes. D'abord des inégalités à strictement parler intolérables, qui sont des inégalités qui sont aussi bien de couleur de peau, de race, d'ethnie, d'origine ou de genre. Ce sont des catégories d'inégalités qui sont fondamentales parce qu'elles jouent aussi sur les inégalités de revenus et de fortune, mais pas seulement. Et enfin, il existe des distorsions, qui sont des distorsions géographiques, territoriales, comme on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, et qui montrent que l'offre de services publics en particulier est très différenciée à l'échelle de la nation, et ça a provoqué des inégalités très profondes. C'est ce que Amartya Sen, un grand économiste indien, a montré en parlant des capacités. Ce sont ces capacités qui sont affaiblies pour les 50% les plus pauvres et qui posent un problème aujourd'hui majeur avec le Covid. Voilà pour un tour d'horizon très complet. Merci beaucoup pour cette concision et ce respect du temps. C'est très important pour que chacun ait justement le temps de s'exprimer correctement et dans les détails autour de ce thème, donc de cette session des 20e rencontres économiques du Cercle des économistes, réguler les inégalités. Vous parliez des marchés émergents
l'argent il y a un instant, Pierre Dockès. Nous y reviendrons dans un instant d'ailleurs avec nos invités, dont je le disais, Bibek Debroy, qui est économiste et président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien. Avant de retrouver les invités que je vous présentais tout à l'heure, nous allons écouter un témoignage, celui de Gabriel Zucman. Gabriel Zucman, professeur agrégé d'économie à l'Université de Californie à Berkeley. Il nous donne son sentiment sur ce thème, la régulation des inégalités. Gabriel, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le coronavirus a augmenté, on l'a vu, les inégalités à travers le monde ces derniers mois. Quelles peuvent être maintenant les solutions pour y remédier ? Oui, vous avez raison, le coronavirus renforce deux des grandes tendances de fond de l'économie mondiale de ces dernières années et de ces dernières décennies, la montée des inégalités d'un côté et l'augmentation de la concentration de l'activité économique dans les très très grandes entreprises de l'autre. Donc pendant que les gouvernements prenaient des mesures de confinement tout à fait nécessaires, les petits commerces, les petites et moyennes entreprises ont été fermés, leur chiffre d'affaires, leurs profits se sont effondrés. Et de l'autre côté, les mastodontes de l'Internet, de la grande distribution, Amazon, Facebook, Walmart aux États-Unis, eux ont vu leur chiffre d'affaires, leurs profits exploser. Et donc là, on voit cette tendance à la concentration de l'activité économique se renforcer. La montée des inégalités est un phénomène qu'on a vu depuis les années 80, que ce soit aux États-Unis, en Europe continentale, en France, certes à des niveaux différents, avec une augmentation plus forte des inégalités aux États-Unis qu'en Europe, et qui va être renforcée par la crise du coronavirus. Donc tout cela appelle des réponses en matière de politique publique, tout un tas de réponses qui sont envisageables, mais de mon point de vue, la réponse fiscale va avoir un rôle important à jouer. Pendant la crise, les gouvernements ont pris des mesures visant à soutenir l'économie, des mesures tout à fait nécessaires. Les recettes fiscales se sont effondrées. La conjonction de ces deux phénomènes se traduit par une explosion des déficits publics et de la dette publique. Et donc c'est intéressant de regarder historiquement comment est-ce que les pays ont géré les situations d'héritage d'une lourde dette publique. L'expérience allemande au sortir de la Deuxième Guerre mondiale est instructive et rétrospectivement, c'est sans doute l'Allemagne qui s'en est le mieux tirée. L'Allemagne, pour gérer la dette héritée de la première moitié du XXe siècle, a choisi d'imposer des prélèvements temporaires, mais très progressifs, sur les grandes fortunes. À l'inverse, la France, le Royaume-Uni, eux, ont choisi le chemin de l'inflation, avec une inflation très forte en France en 45, 46, 47, une inflation plus graduelle au Royaume-Uni à la fin des années 40, dans les années 50 et dans les années 60. Mais dans les deux cas, la question de la dette publique a été gérée par l'inflation, alors que l'Allemagne a, pour l'essentiel, choisi plutôt la voie fiscale et ainsi par renégociation de la dette. À mon avis, on serait bien inspiré de regarder l'expérience allemande, de s'en inspirer pour le monde d'après le coronavirus et de mettre en place des prélèvements exceptionnels sur les très grandes fortunes. C'est le sens de la proposition que nous avons formulée avec mes collègues Camille Landais de la London School of Economics et Emmanuel Saez de UC Berkeley. Nous avons décrit un projet de taxe sur les hauts patrimoines au niveau de l'Union européenne. Notre proposition consiste à taxer les patrimoines des 1% des Européens les plus fortunés, ce qui correspond à environ 2 millions d'euros de patrimoine net de dette. Donc si vous avez 2 millions d'euros de patrimoine net de dette, vous payez zéro, et cet impôt ne serait dû que par les Européens qui ont plus de 2 millions d'euros de patrimoine, donc seulement 1% de la population européenne, avec des taux modestes. On peut envisager 1% au-delà de 2 millions d'euros, 2% au-delà de 8 millions d'euros, ce qui correspond au seuil pour être dans les 0,1% des Européens les plus riches, 3% pour les milliardaires, donc au-delà d'1 milliard d'euros. Avec un impôt sur la fortune de cette nature, on a calculé que cet impôt pourrait générer de l'ordre de 1% du PIB de recettes fiscales
chaque année, c'est-à-dire autant que le budget européen actuel. C'est-à-dire juste avec un impôt sur les 1% des Européens les plus fortunés, on peut doubler la taille du budget européen. Si on applique cet impôt pendant 10 ans, ça fait 10 points de PIB de recettes fiscales qui pourraient être collectées, et c'est autant d'argent qui pourrait aller d'abord potentiellement au remboursement des dettes du coronavirus, mais aussi, et sans doute de façon plus importante, à des investissements dans l'avenir, en matière d'éducation et en matière de santé en particulier. Donc de mon point de vue, c'est par là que passe la réponse au coronavirus, l'outil fiscal et en particulier à la lumière des expériences historiques, les prélèvements progressifs, temporaires sur les très grandes fortunes. Qui vont dans ce sens-là. Voilà donc pour les pouvoirs européens, par exemple. Rapidement, je comprends qu'on a fini, mais juste par curiosité. Pour le moment, on ne voit pas. Le débat a l'air d'aller dans ce sens-là, vous croyez? Disons que la question est posée. Oui. Effectivement, la question, il y a des débats dans les différents pays, il y a des débats en Allemagne, il y a des débats en France sur cette question de l'imposition des grands patrimoines comme réponse aux dettes léguées par le coronavirus. Il n'y a pas énormément de progrès concrets qui ont été réalisés encore, mais cette question se pose et elle va continuer à se poser dans les mois qui viennent. Et c'est fascinant d'entendre justement combien pourrait être généré finalement. C'est-à-dire que ça vient de la concentration des patrimoines qui est plus importante que la concentration des revenus, donc avec compte tenu des inégalités de fortune qui sont tout à fait substantielles en Europe et dans chacun des États membres, avec des impôts finalement très limités en termes de nombre de contribuables, l'assiette fiscale est importante. Voilà donc pour ce témoignage de Gabriel Zucman depuis Berkeley. Merci Gabriel pour cette analyse. On aura l'occasion bien sûr de revenir sur les différents thèmes et points que vous évoquiez à travers ce thème donc qui est le nôtre cet après-midi pour ces 20e rencontres économiques du Cercle des économistes, réguler les inégalités. Nous poursuivons avec nos autres invités et je donne la parole tout de suite à Marc Stabile qui est professeur à l'INSEAD, spécialiste d'études des inégalités de richesse. Et je le disais tout à l'heure, Marc Stabile, vous avez travaillé notamment sur les politiques en matière de fiscalité, santé et éducation. Je vous donne la parole pour 7 minutes. Je vous demanderai de respecter ce temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer. C'est à vous. Well, thank you very much. It's a pleasure to be here and I hope you can hear me well. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais revenir sur ce que Pierre et Gabriel ont dit, parlant des inégalités des relations avec le Covid-19. J'aimerais simplement dire, pour démarrer, c'est intéressant de voir à quelle vitesse la discussion a changé, le débat a changé. Il y a quelques mois, il y a nombre de personnes qui disaient que cette épidémie mettait les choses à niveau, mais ce n'est pas dans les conversations aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Maintenant que nous avons reconnu que tout le monde n'est pas égal devant les risques, ces différences sont très importantes, sont de plus en plus importantes. J'aimerais utiliser mon temps pour parler plus en détail de ce qui a été dit sur ces différences. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est de mieux comprendre comment les mêmes caractéristiques qui ont contribué à l'augmentation des inégalités ont également contribué à la façon dont nous gérons le COVID-19. Pierre a dit dans ses remarques d'ouverture qu'il y avait cette augmentation des inégalités et du partage des revenus pour ceux du sommet, finalement, pour les plus riches. Et en même temps, il y avait un déclin dans la part des revenus des 50% les plus pauvres pendant cette même période. Et il continue à y avoir un débat à savoir pourquoi ceci s'est produit à différents moments. Par exemple, l'histoire, par exemple, dans les différents pays varie, évidemment. Mais deux caractéristiques de cette augmentation doivent tenir compte des forces du marché comme l'automatisation, par exemple la globalisation, et des décisions politiques que nombre de pays ont prises, par exemple comme la base de taxation, par exemple, et les mesures fiscales, etc. Et bon, ça va dans le sens de ce que disait Gabriel. Et pour ce qui est des forces du marché, par exemple, l'automatisation et la globalisation, nous avons mis des conditions
avec les chaînes d'approvisionnement mondiales, etc., qui n'étaient plus possibles. On a rencontré des difficultés au niveau de l'approvisionnement, par exemple pour le matériel médical et tout ça. Et ceci a conduit à justement un impact plus fort du COVID-19. Alors les décisions politiques, les réductions des bases de taxation fiscale, par exemple, je ne parle pas seulement de la France, mais je parle du monde. Vous savez, on a réduit la qualité des services publics. C'est vrai dans le secteur de la santé, par exemple. Et on a réduit le soutien apporté aux gens dans le besoin, par exemple. On a réduit les revenus des gens sans emploi, etc. Et donc, il y a beaucoup de nombreuses juridictions justement, qui étaient dans le besoin. Donc, il y a une combinaison des forces qui a conduit à ces inégalités qui ont augmenté. Ça a eu un effet assez important sur le fait que l'on a expérimenté, qu'on a fait l'expérience du COVID-19. Et j'aimerais également souligner les façons très importantes. Comment le COVID-19 interagit avec comment on peut aller de l'avant finalement. L'inégalité dans la santé, l'inégalité dans le travail, l'inégalité dans l'éducation, les inégalités raciales et de genre. Alors, je vais me concentrer sur les deux, la santé et le travail. Je pense qu'on comprend maintenant qu'il y a de nombre de prédicateurs, des prédicats, par exemple au niveau de la santé, les maladies cardiovasculaires, etc., les maladies rénales, etc., qui sont dues au COVID-19. Et donc, le taux de mortalité, par exemple, si vous êtes affaibli par ces conditions, bon, voilà. Alors, ce que je voulais souligner ici, c'est même dans des pays riches qui ont des systèmes de santé universels, la probabilité de se retrouver avec une condition chronique. Donc, en Caroline, par exemple, on a 65% de plus de chance ou de malchance de se retrouver avec une maladie chronique. Alors, donc, les malades sont plus à risque. Et malheureusement, on les trouve le plus dans les populations les plus pauvres. Et ça, évidemment, c'est une des causes des inégalités accrues. Et le télétravail, par exemple, la possibilité de bénéficier d'un chômage partiel ou de continuer à travailler. Nombre d'entre nous ont été en mesure d'ajuster, de s'ajuster finalement. Évidemment, le personnel de santé a été impliqué, mais l'alimentation aussi, les gens qui travaillent chez Amazon, les gens de l'entretien des villes, par exemple, tous ces gens ont continué à travailler malgré les risques de poursuivre leur travail parce qu'on les considérait comme des services essentiels. Est-ce que l'on voit que l'on fasse le traçage, par exemple? Et ces gens sont les gens des classes inférieures, finalement. On voit aussi qu'il y a... une minute. Donc, il y a le travail à domicile, par exemple, le travail du détail, par exemple, les services de l'alimentation et tout ça. Eux, non, ils ne pouvaient pas travailler à domicile, par exemple. Ils ont dû continuer malgré le confinement. Si l'on regarde les tâches critiques telles que le gouvernement britannique l'a établi, on voit une combinaison, évidemment. Il y a le domaine du médical, finalement, qui gagne bien, mais les médecins, par exemple, pas tout le service de santé, mais enfin les médecins. Ensuite, on a les gens qui sont les caissières, par exemple, des supermarchés, les assistants du marché dans les commerces, par exemple, qui ont des revenus inférieurs. Et malgré tout, se sont avérés essentiels. Pour ce qui est du chômage, on a vu un taux de chômage record aux États-Unis. Et bien que ce ne s'est pas enregistré comme tel, comme un record finalement, un taux record, on l'a également constaté dans d'autres pays. Alors, c'était 1000% plus élevé pour le détail, par exemple, le marché du détail. Et donc, élevé, mais très élevé, le taux de chômage pour une certaine catégorie de personnes. Et c'était également, ça a plus affecté les femmes que les hommes, par exemple. Et je voudrais noter aussi, on voit aussi comment il y a une interaction avec les inégalités vis-à-vis de l'éducation. Alors, le temps nous dira qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir, si ça va avoir un impact pour les enfants. Alors, pour résumer ces remarques, en fait, excusez-moi, très rapidement, oui. Alors, comment on gère le COVID aujourd'hui? En fait, nos choix politiques sont importants et la probabilité
de s'exposer, d'être exposé. Bon, on n'est pas égaux devant cela également sur le côté grave, la gravité des symptômes. Alors donc, j'espère que dans la discussion qui suivra, on passera plus de temps sur les propositions qui sortent de ce débat. Et je mettrai sur la table 2 autres points. Alors, les taxes carbone, par exemple, dont on parle beaucoup, et également réfléchir aux conditions du travail, conditions de travail de ces populations, finalement, leurs revenus, leurs salaires, etc. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec un autre témoignage. Pierre Doquez, vous parliez tout à l'heure des pays émergents. Je vous propose tout de suite d'écouter Bibek Debroy, économiste, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien. Monsieur Debroy, quelles sont les tendances justement en matière d'inégalité en Inde? Et je vous demanderai de respecter le temps, donc 7 minutes, pas plus, pour votre intervention. Je vous remercie par avance. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for inviting me for the... Bonjour, monsieur le modérateur, et merci de m'avoir invité. Je vous souhaite bonsoir de Delhi. Et merci de reconnaître que les différents pays, les différentes personnes qui travaillent dans ces différents pays expérimentent les choses différemment et ont des réactions différentes vis-à-vis de la question des inégalités. En fait, le titre de cette session, réguler les autorités, les inégalités, traduit finalement une idée qu'il faut réguler les choses. Comme on l'a déjà dit, l'inégalité, il y a différentes dimensions finalement, les inégalités. Et on ne parlera pas des questions transfrontalières, bien qu'elles soient importantes. Laissez-moi, si vous me permettez, parler de la perception de l'Inde sur cette question des inégalités. Et selon que j'ai le temps ou non, j'aurai quelques remarques à faire sur le Covid. Alors, la première chose à réaliser, c'est que si vous parlez des inégalités, il faut vraiment identifier les variables dont on parle. Et à mon avis, en tant qu'économiste, il est très important de faire la distinction entre la richesse et le revenu. La richesse et le revenu. Et ce qu'il faut étudier, à mon avis, c'est le revenu disponible, surtout si quand on parle de la richesse, par exemple, sont basés sur l'évaluation du marché du capital ou la valorisation du patrimoine, parce que c'est très subjectif, cette évaluation. Alors, pour ce qui est des inégalités en Inde, je crois qu'il faut reconnaître que, comme dans plusieurs autres pays dans le monde, nous n'avons pas de données sur la distribution des revenus. Nous recueillons des données sur les dépenses de consommation. Si quelqu'un me dit que les inégalités en Inde augmentent, je dirais que ça ne peut pas être vrai, on ne peut pas le vérifier parce qu'on n'a pas de données sur les inégalités de revenus. Donc, ce serait basé sur les estimations de quelqu'un, par exemple, basé sur des hypothèses. Ceci dit, est-ce que l'on parle de l'inégalité dans la distribution des revenus en termes de distribution des revenus personnels, individuels, ou si c'est les revenus spéciaux? Basé sur mon expérience en Inde, l'inégalité spatiale est plus importante que l'inégalité au niveau de la distribution des dépenses de consommation qui, selon fonction des problèmes de données, n'ont pas démontré qu'il y avait une augmentation, sauf une augmentation limitée dans les zones urbaines. Alors, dans la question suivante qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'on parle de les inégalités dans la justice, par exemple, parce que il y a des différenciations entre à l'accès aux infrastructures sociales. Donc, ceci détermine comment les gens s'en sortent. Et à mon avis, l'objectif premier d'un gouvernement comme le gouvernement indien, c'est de s'assurer que c'est l'accès aux infrastructures physiques et sociales, les technologies, par exemple, le marketing, les informations, les produits financiers disparaissent. Et la plupart des interventions que ce gouvernement a fait depuis
le 24 mai sont conçus pour éliminer ces éléments. C'est la raison pour laquelle en Inde, on utilise l'expression la croissance inclusive. Alors, le troisième point que je voulais soulever, c'est que les inégalités c'est une notion relative. L'inégalité n'est pas un concept statique, c'est un concept dynamique. Et il y a un certain dynamisme dans ce processus, une certaine dynamique. Il y a aussi la question de la pauvreté qui est une mesure absolue. Et en termes absolus, si mon niveau de vie augmente, mais si le niveau de pauvreté baisse, je pense que les personnes vont réagir aux inégalités, qui est une notion relative, de façon différente. Alors, le dernier point que je voulais soulever, c'est sur le COVID. Le COVID est très important. Qu'est-ce que le COVID a fait par rapport aux inégalités en Inde? Et la réponse, c'est que je ne sais pas que l'on le sache en Inde. Par exemple, nombre des comorbidités qui ont été mentionnées sont caractéristiques des niveaux de vie des riches. Le virus s'est propagé en Inde et s'est concentré principalement dans les zones métropolitaines, beaucoup moins dans les zones rurales. Les zones urbaines ont été soumises beaucoup plus, ont été affectées beaucoup plus sérieusement et beaucoup moins dans les zones rurales. Ceci étant dit, je reconnais qu'il n'y a pas de données, mais je pense qu'il est difficile de croire que le COVID a conduit à une augmentation des inégalités. Et enfin, si la proposition consiste à dire que la croissance est corrélée avec une augmentation des inégalités dans les revenus, et qu'il y a certaines preuves qui existent dans les zones urbaines en Inde, si la croissance s'est ralentie, basée sur le même argument, elle doit avoir conduit à une décroissance, à une chute des inégalités. Donc, merci, Monsieur le Président. Je pense que j'ai respecté le temps qui m'était imparti. Bibek Debreuil, je rappelle donc économiste, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque nous allons débattre ensemble ensuite. Et je rappelle également que si vous nous suivez sur Internet actuellement, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura un débat public à l'issue de cette session. Session consacrée, je rappelle, donc aux inégalités, réguler les inégalités dans le monde. Nous écoutons à présent Madame Elsa Fornero, professeure à l'Université de Turin, ancienne ministre du Travail et des Politiques sociales dans le gouvernement de Mario Monti. Madame Fornero, nous vous écoutons pour 7 minutes. C'est à vous. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je suis ravi également d'être ici avec vous, surtout du fait que c'est le 20e anniversaire des réunions, des rencontres d'Aix-en-Provence. J'aimerais attirer votre attention sur différents aspects des inégalités et particulièrement sur les inégalités croissantes entre les générations ou générationnelles. Je veux dire que la crise que l'on traverse, principalement la grande récession et les changements aussi majeurs qui ont intéressé les économistes depuis les dernières 20-25 années, ont eu des conséquences beaucoup plus graves sur les jeunes générations que sur les générations plus âgées. Et donc la question est à savoir si le COVID, la crise du COVID, va avoir le même impact, c'est-à-dire en élargissant l'écart entre les jeunes et les générations plus âgées. Alors, d'abord, il faut savoir s'il y a une raison à cet écart. Le fait que les générations plus âgées ont connu des périodes d'emploi plus stables, avec des revenus supérieurs ou plus stables. Et alors que les jeunes générations, pour la plupart, se retrouvent avec des emplois plus précaires, et parfois ils ne sont même pas éligibles pour le chômage. Et la démographie a un impact aussi
sur la répartition justement de ces générations. Et il y a eu également une augmentation dans les dépenses pour les retraites, bien que ce soit très généralisé en Europe, alors qu'il y a une baisse des dépenses en matière d'éducation, par exemple. Et enfin, les réponses apportées à la crise de 2008 ont justement empiré la situation, avec les mesures d'austérité, par exemple, qui ont laissé moins de ressources pour les jeunes générations. Les statistiques montrent cruellement, ces écarts. Par exemple, dans nombre de pays européens, le chômage des jeunes a augmenté de 40%, et le nombre de jeunes gens qui se retrouvent en dehors du système éducatif ou du marché du travail a augmenté de 17 à 18%. Une énorme perte en termes de PIB, par exemple. On a estimé cela à 150 milliards d'euros, par exemple. Et les réponses apportées par l'Union européenne ont été faibles, particulièrement faibles. En pratique, seule les garanties apportées à la jeunesse ont été proposées. Mais alors, est-ce que la crise du Covid-19 va augmenter cet écart qui est déjà très élargi? Alors, d'abord, pour éviter... Attends, nous devons reconnaître d'abord et avant tout que les générations plus âgées ont payé le prix le plus lourd en termes de vie humaine causée par le Covid-19. Ceci a apporté beaucoup de tristesse, a été très difficile pour nombre de familles. Mais moi, je vais me concentrer sur les conséquences économiques. D'abord, les mesures de confinement, par exemple, la fermeture des écoles, à tous les niveaux, par exemple, ont laissé les enfants, les adolescents en dehors du système éducatif. Parfois, et pour les plus fragiles, les familles les plus fragiles, j'ai les chiffres dans certaines villes italiennes où certains des enfants sont retrouvés complètement perdus par rapport au système éducatif et sans aucune relation avec le système éducatif. Ceci peut avoir des conséquences au long terme dans leur vie, par exemple. Et ils sont également avec des difficultés plus tard au niveau du marché du travail. Il y a une enquête qui a été réalisée par le Fonds européen qui démontre le stress et le sens d'abandon que les jeunes ont expérimenté, ont vécu. Vous savez, travailler sur Internet, avoir des échanges sur Internet, c'est vraiment tout à fait différent que d'avoir un rapport physique avec ses amis, etc., et avec l'école. Et donc, cette enquête, qui est une enquête sur la qualité de vie européenne, a montré un inversement de l'opinion publique vers plus de pessimisme, un mal-être psychologique de la jeunesse par rapport aux populations plus âgées. Par exemple, on peut lire qu'ils se sentent déprimés plutôt par rapport aux groupes plus âgés. Donc, ils se sentent plus abandonnés, se sentent seuls. Sentiment de solitude la plupart du temps, mais principalement, ils ont exprimé leurs inquiétudes sur leur vie future, sur leur activité professionnelle éventuelle, leur intégration dans l'économie. Et ceci est vraiment un motif de grande inquiétude pour le gouvernement. Ce que j'aimerais dire sur le plan macroéconomique, alors rapidement, yes. Donc,
tous les gouvernements en Europe, par le biais des institutions européennes, sont en mesure aujourd'hui d'augmenter leur dette, leur niveau d'endettement. Et ceci est essentiel dans la situation auquel nous sommes confrontés. Mais nous devons être tout à fait conscients du fait que la dette risque de créer une autre charge pour ces jeunes générations. Et nous avons l'obligation, un devoir, c'est-à-dire que ces dépenses, que les dépenses du gouvernement, les États doivent être en mesure d'aider les jeunes à investir dans leur capital humain, dans toutes les infrastructures qui peuvent augmenter la croissance, permettant d'augmenter la croissance. Dans ce sens, le poids, la charge de la dette sera réduite. Et donc, oui, excusez-moi, c'est pas possible de traduire parce que on essaie d'interrompre. Donc, je suis désolé, on est en train de lui couper la parole parce qu'elle a dépassé le temps qui lui était imparti. Désolé. Associé directeur mondial de McKinsey, basé à Hong Kong. De quelle manière voyez-vous les inégalités se manifester justement avec le Covid-19 ? Vous avez 7 minutes. Merci. Thank you, and thank you. Merci et merci de me donner la parole. Et je vous félicite pour ce 20e anniversaire des rencontres d'Aix. Je vais regarder votre question, répondre à votre question en parlant d'inégalité, mais en resituant le contexte. Et il me semble que la réponse à ces inégalités est de parler d'inégalités d'éducation et aussi de l'impact du climat, et ensuite l'automatisation et comment répondre à cette automatisation. Il faut se rappeler du contexte, qui est que les inégalités entre les pays avaient diminué. Les inégalités et les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté ont énormément diminué, puisqu'ils atteignent 9% en 2019. Et les revenus moyens ont aussi convergé. Il faut vraiment se rappeler de cela. Parce que les actions que nous avons menées ont diminué les inégalités entre pays. Mais il y a des inégalités qui existent au sein des pays. Et ces inégalités se sont accrues. Entre 1985 et 2005, il n'y avait que 2% des personnes dont les revenus avaient baissé. Et 70% des revenus s'étaient stabilisés. Et l'OCDE a fait en sorte que les revenus soient stabilisés. Je n'ai pas besoin de vous dire que si on compare les revenus, par exemple, en banlieue et au milieu de Paris, les inégalités sont flagrantes. Donc il me semble que nous allons dans la mauvaise direction. Parce que les gens qui souffrent le plus du Covid-19 sont les populations les plus vulnérables. Il y a 28% de tous les emplois qui sont à risque. Et lorsque l'on parle des PME qui fournissent la grande part des revenus, eh bien 80% d'entre elles sont susceptibles d'être à risque. Et les jeunes sont 2 tiers plus sujets au risque également.
il y a également les groupes minoritaires qui sont impactés bien plus fortement. Donc, ce sont ceux qui sont le moins capables d'essuyer ce changement qui en souffrent le plus. Mais les réductions de dépenses qui ont été provoquées par le coronavirus ont créé une réduction des dépenses de services. Or, ce sont ces emplois qui sont les plus vulnérables. Il y a encore des biens tels que les voitures, etc., mais les gens n'y dépensent plus leur argent. Et il faut se rappeler que la plupart des réductions en biens de consommation, la grande partie des réductions vient du premier quart des consommateurs qui ont réduit leurs dépenses, et cela veut dire 2/3 de réduction dans leurs dépenses. Et cette proportion a des effets, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de réduire autant. Et c'est là où les salaires les plus faibles sont les plus vulnérables. C'est vraiment le problème auquel il faut s'attaquer, la réduction des dépenses à cause de soucis en termes de santé. Et ce sont ces implications auxquelles nous allons devoir nous intéresser. Il y a 3 points auxquels nous devrions faire attention. Le premier, c'est l'éducation. L'apprentissage n'a pas été disponible de la même façon pour tous les jeunes. Et l'éducation était un lieu où on pouvait réduire quelques inégalités, mais c'est de moins en moins le cas. Donc, fondamentalement, il faut réinvestir dans l'éducation. C'est une clé pour le changement. Il y a aussi le réchauffement de la planète, le changement climatique. Bibek le sait, en Inde, il y a des centaines de millions de gens qui sont bien plus exposés à cause des changements climatiques. Le réchauffement des océans crée cela également. Et ce sont toujours les plus fragiles qui auront du mal à subir ce choc. Il y a probablement des dizaines de milliers d'emplois qui sont fragilisés et qui vont être réduits par l'automatisation. Et ces emplois sont de moins en moins attractifs qu'ils l'étaient avant le virus. Donc la question va être quel type d'emploi est-ce que les gens vont pouvoir avoir afin de réduire les inégalités. Donc le contexte du coronavirus avec les inégalités qui augmentent. Et en fait, cette pandémie a eu des effets tout à fait disproportionnés d'une population à l'autre. Et c'est d'abord parce que les changements de dépenses pour le quart le plus riche a été très important, et aussi parce que les populations les plus pauvres ont été impactées de manière très agressive. Donc il faut vraiment repenser à la formation continue des travailleurs parce que l'automatisation va s'accélérer. Donc, il faut peut-être penser à d'autres formes d'emploi. Et il y a de nombreux soucis sur les questions de santé également. Snyder, donc je rappelle, directeur mondial de McKinsey basé à Hong Kong, qui nous a expliqué eh bien, en quoi le Covid avait notamment eu un impact direct sur ces inégalités. Je reviens vers vous justement dans ce cadre avec la même question. Marc Stabilet, vous souhaitiez répondre tout à l'heure et dire quelques mots justement, là je vous laisse une petite minute pour vous exprimer sur l'impact du Covid sur les inégalités. C'est un point que vous souhaitiez apporter en complément à votre témoignage tout à l'heure. Marc Stabilet. Thank you. I missed.
Oui, excusez-moi, j'ai raté une partie de la question, mais je voudrais parler de l'impact du Covid-19 sur les inégalités et faire aussi quelques remarques sur les commentaires faits par mes collègues. L'expérience dans les différents pays est tout à fait différente. Les solutions, les mesures prises sont différentes. Et en particulier, en ce qui concerne l'Inde, je voulais faire des commentaires parce que la situation est probablement tout à fait différente que dans les pays occidentaux. Mais j'aimerais parler de quelques points. Le premier est cette idée de pensée de revenus, de richesse, d'opportunités. Mais en fait, contrairement à ce qu'ont dit mes collègues, moi, en fait, c'est la fortune qui m'intéresse le plus. Et on a du mal à la mesurer. Mais les différences en termes de richesse, c'est quelque chose qui joue un rôle tout à fait important sur les inégalités et en matière d'opportunités. Parce que les futures générations, ce qui va être très difficile pour elles, ça va être la transmission de fortune. Et je pense que ça, c'est un point très important. Et ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues s'ils le souhaitent. Nous de donner la parole aux internautes et au grand public qui nous a posé des questions, qui nous pose des questions d'ailleurs en direct. Pierre Doquet, je me tourne vers vous, membre du Cercle des économistes. C'est vous qui pilotez cette table ronde pour le Cercle des économistes et les 20e rencontres économiques d'Aix-en-Seine, exceptionnellement pas à Aix-en-Provence cette année en raison de la crise sanitaire. Une question justement d'un internaute. Pour répondre aux inégalités, on parle beaucoup d'utiliser la fiscalité comme outil de redistribution, notamment avec la taxe GAFA, entre autres. Mais tout cela semble inefficace sans collaboration internationale. Est-ce qu'une union fiscale, donc européenne ou mondiale, est réellement envisageable? Et si oui, comment la faire émerger? Déjà, ça pose la question de la fiscalité qu'évoquait le précédent orateur. Oui, je peux répondre en 2 points. Premièrement, la question de la fiscalité doit être résolue de façon différente selon les différents pays. Il est bien clair que c'est pas la même situation en Inde, aux États-Unis, au Brésil ou en France. En France, par exemple, on le sait, les inégalités primaires sont très importantes, mais on a un système de transfert à base de fiscalité, transferts sociaux, qui fait que les inégalités ont moins augmenté qu'ailleurs. Donc, en France, on a une situation où la fiscalité dans un seul pays ne pourrait pas être une solution extrêmement efficiente et il faut penser évidemment à une solution de type européen. Et ces solutions, Zuckman en a parlé, elles sont sur la table et effectivement des impôts comme des impôts sur le capital, sur la fortune, augmenter l'impôt sur l'héritage, etc. C'est jouable à l'échelle européenne et uniquement à l'échelle européenne, bien entendu. Alors ça, c'est la réponse sur la question de la fiscalité pour un pays comme la France. En revanche, pour un pays comme les États-Unis, il faudrait véritablement une révolution fiscale et sociale au point où en est le système inégalitaire aux États-Unis. Et ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure est tout à fait juste et les solutions préconisées sont parfaitement adaptées. Autre question du public sur le site des rencontres économiques d'Aix-en-Seine et le site également de France Info. Je pose cette question à Monsieur Snider. Donc je rappelle, Kevin Snider, associé et directeur mondial du cabinet McKinsey basé à Hong Kong. Cette question, Monsieur Snider, qui vous est directement envoyée, la firme pour laquelle vous travaillez conseille les plus grandes entreprises et les gouvernements du monde entier. Comment expliquez-vous que vos clients ne parviennent pas à résoudre les problèmes que vous identifiez? Nous vous écoutons, Monsieur Snider. Je pense que la réalité, c'est que ces problèmes sont structurels et au long terme, et je ne peux simplement vous dire que ça va demander beaucoup de travail. Moi, j'ai étudié cela personnellement selon différents angles. Et si on regarde la conversation que nous avons, l'échange que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une question qui peut être résolue par une entreprise individuelle. Vous savez, on a eu des échanges sur le système fiscal, etc. Vous savez,
c'est une question du niveau de contribution en termes de création d'emplois, à l'entrepreneuriat, etc. Tout importe à ce niveau-là. Ce sont des questions au long terme. On n'aura pas de solution rapide. Et je peux vous dire que nombreux sont ceux qui ont essayé de régler cela. Et ce que nous avons maintenant, c'est... on revient aux questions essentielles et c'est ce dont on discute aujourd'hui. On revient aux fondamentaux. Du public, alors là je vous la pose de manière collective à tous les 5, de fortes interconnexions entre la disparité croissante des revenus, le chômage et l'instabilité sociale ont été démontrées ces dernières années. De plus, un monde connecté crée des attentes plus élevées, ce qui génère un risque social. Comment selon vous agir efficacement dans ce climat, en tout cas dans un climat d'immédiateté? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans cette... Enfin, certains parlent de dictature de l'immédiateté, mais c'est vrai que c'est une forte pression. Qui souhaite répondre à cette question? Vous avez la parole, hein. Vous pouvez vous manifester. Je rappelle que nous sommes en visioconférence, donc il y a quelques petits délais de réaction. Madame Fornero, peut-être? I can say something. Elsa Fornero. Je pense qu'ayant fait partie d'un gouvernement à qui on demandait de prendre des mesures d'austérité, et pas par la Commission européenne, non, mais du fait des conditions ou du contexte, je sais qu'une chose qui est essentielle en politique, c'est le sens de proximité par rapport aux citoyens, aux personnes. Et un gouvernement politique peut adopter ce sens de proximité, être proche des populations. Et le fait d'être proche, pour être proche, il faut d'abord dire la vérité, ne jamais mentir à la population en disant que les choses vont être réglées facilement. Il s'agit de toujours parler des difficultés, mais dire, écoutez, on va faire de notre mieux. On va essayer de rester proche de vous. Être proche, ça veut dire d'être proche de celles et ceux qui sont plus fragiles, qui sont marginalisés ou qui se sentent seuls, se sentent abandonnés. Donc c'est d'inclure les populations et c'est une valeur extraordinaire qui peut permettre de faire face et d'essayer de soulager les populations. Oui. Oui. Bon, je ne sais pas si la question était dans le contexte du Covid ou en général. Dans le contexte du Covid, il y a évidemment une cause humaine. Il y a le coût humain du Covid. Et donc, mais du fait que, comme on parle des inégalités, la question demeure, quelle preuve a-t-on permettant de démontrer qu'il y a un lien entre la pandémie et une augmentation des inégalités? Et encore une fois, je pense qu'il y a des différences selon le pays. Si je le prends dans un contexte plus large, ma réponse, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était oui, il y a la mondialisation des flux d'informations, oui, les gens savent ce qui se passe dans le reste du monde et donc les aspirations sont très élevées. Alors, à mon avis, avec l'exemple indien, comme j'ai dit plus tôt, c'est que oui, ces aspirations augmentent, mais si je perçois qu'en termes absolus, mon niveau de vie augmente, eh bien, je réagis moins à ce qui se passe aux 10% les plus fortunés. Mais si je sens que mon niveau de vie n'augmente pas en termes absolus, à ce moment-là, je réagis de façon adverse par rapport au mieux nanti. Et donc, je dirais que les aspirations augmentent, c'est vrai, mais comment je réagis dépend de ce qui m'arrive à mon niveau de vie, à ma personne, ce qui se passe par rapport à moi.
plutôt qu'en relation avec d'autres. Donc, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien. On revient à Paris en studio. Pierre Dockès, même réponse, question, et puis nous allons conclure cette table ronde. Pour avoir une vision relativement générale sur ces inégalités telles qu'on en a parlé, je remarque que finalement les inégalités sont extrêmement diverses. Et il faut les prendre dans leur diversité. Mais le plus important, c'est qu'elles se renforcent les unes et les autres. Et que ces inégalités de richesse, fortune ou revenus, ces inégalités territoriales, professionnelles, ces inégalités entre nations, ces inégalités sociales font que certains sont dans une situation absolument tragique. Ainsi, pensons à une femme seule avec des enfants d'origine immigrée, située dans une banlieue pauvre d'un pays lui-même émergent, etc. On voit que cumulent les inégalités et provoquent des situations qui peuvent être tout à fait tragiques. Par conséquent, on peut les prendre de différentes façons. Et il nous faut différencier la question de l'épidémie elle-même du Covid, de la crise qui s'ensuit du fait du confinement. Je crois que c'est un point qu'on n'a pas suffisamment souligné. C'est deux cas différents. La première pose d'abord un problème d'inégalité devant la santé, avec des dimensions plurielles, y compris internationales, territoriales, devant l'offre, etc. Et ça doit être réglé au niveau des nations et au niveau territorial, de façon à ce que les services publics soient aussi proches que possible des gens, et de façon à ce que les anciennes politiques d'austérité disparaissent purement et simplement en la matière. C'était une situation tragique. Maintenant, quant à la crise économique qui s'ensuit, elle demande des réponses qui sont des réponses aussi globales que possible. Alors, pour faire une synthèse des deux, en quelque sorte, on va se trouver bientôt, j'espère, devant un vaccin. Et il faut espérer que ce vaccin puisse être un bien commun et soit distribué à l'ensemble de la population mondiale de façon égalitaire, ou du moins de telle façon que ce soit ceux qui risquent le plus qui en bénéficient les premiers. Et je crois que c'est la question fondamentale pour les mois qui vont venir. Alors merci pour cette réponse. Nous allons conclure cette table ronde. La conclusion vous en revient en une petite minute. Pierre Dockès. Bon, peut-être frustrant avec tout ce qui s'est dit pendant une minute. On va réécouter justement. Il s'est dit beaucoup de choses. L'important, c'est finalement la question de la diversité, je crois, des inégalités telles que nous les avons présentées. Et je voudrais, pour terminer, effectivement, revenir un peu sur ce que je disais. Les épidémies, au début, les épidémies telles qu'elles se sont succédées dans l'histoire longue ont toujours eu ces conséquences d'affecter prioritairement les plus pauvres. Et ça n'a rien d'étonnant. Et les plus précaires. Alors ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect sur lequel je veux revenir pour conclure, c'est l'idée qu'elles sont des révélateurs, des fantastiques révélateurs de ces fragilités du monde que nous connaissons. Et on peut avoir de l'espoir. Et effectivement, le Cercle des économistes a toujours mis l'accent sur la possibilité même de rebond. Face à cette crise, on a la possibilité de rebondir. Je crois qu'un point important, c'est de ne pas non plus avoir toujours un discours de la peur et de l'effroi, et de montrer qu'on est capable d'un rebond. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et ce rebond doit se faire de telle façon que les questions de climat, d'écologie et d'inégalité soient, sinon résolues, du moins qu'on avance dans ces directions. Une note d'optimisme, je dirais enfin, pour terminer cette session consacrée à la régulation des inégalités. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à nos différents intervenants que nous voyons donc à l'écran, puisque nous étions en visioconférence des 4 coins du monde depuis la Maison de la Radio à Paris, avec comme invité Elsa Fornero, professeure à l'Université de Turin, Bibek de Broglie, économiste, président du Conseil consultatif économique du Premier ministre indien, Kevin
Snyder, associé et directeur mondial de McKinsey et compagnie basée à Hong Kong, Marc Stabil, professeur à l'INSEAD, et puis Gabriel Zucman, que nous avons pu écouter tout à l'heure en témoignage. Gabriel Zucman, professeur agrégé d'économie. Merci infiniment, merci de nous avoir suivis. D'autres sessions vous attendent sur le site internet des rencontres économiques d'Aix en Seine. Et puis bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions. Merci de votre attention, à très bientôt.